Zoomons sur la carte. Nous sommes au Chili. Cette étroite cicatrice sur la carte s'appelle le désert d'Atacama, un écosystème fragile qui s'assèche lentement et disparaît juste pour faire fonctionner nos smartphones et nos voitures électriques. À l'est, l'imposante cordillère des Andes, des montagnes qui bloquent toute l'humidité venant de l'Amazonie. À l'ouest, le courant glacial de Humboldt refroidit tellement l'air que les nuages de pluie ne peuvent physiquement même pas se former correctement. Cela en fait l'un des endroits les plus secs et les plus fragiles de la planète. Pour vous montrer à quel point il est fragile, le sol est si bien adapté à la sécheresse qu'une pluie soudaine peut anéantir de nombreux microbes anciens car ils ne supportent pas l'humidité. Regardons de plus près cette immense tache blanche. On dirait un lac gelé, mais c'est le salar d'Atacama. Et ces étranges formes géométriques bleu néon que vous voyez traverser la croûte blanche, ce ne sont pas des piscines. Ce sont d'immenses bassins d'évaporation visibles depuis l'espace. On pourrait supposer que le désert d'Atacama devrait être laissé en paix vu les conditions météo, mais voici le revirement étrange. Une course massive au lithium a lieu en plein milieu de celui-ci. On appelle souvent ce métal rare l'or blanc. Sous toute cette poussière se trouve l'une des plus grandes réserves au monde. Nous en avons besoin pour nos smartphones, nos véhicules électriques et nos batteries. Inutile de dire que tout ce métal est considéré comme très précieux pour les compagnies minières. Pour l'obtenir, ils assèchent littéralement le désert en pompant agressivement des millions de litres de saumure ancienne, la seule nappe phréatique du désert. On parle d'évaporer 500 000 gallons d'eau pour seulement 1 tonne de lithium. Les résultats sont dévastateurs d'un côté. Les lagunes bleues avec leurs nombreux flamants roses rétrécissent. Le peuple indigène Licanantay voit ses terres ancestrales se transformer en poussière. Mais d'un autre côté, nous construisons un avenir vert pour nos villes basé sur le lithium extrait du désert d'Atacama, affirmant que nous sauvons réellement la planète. Voici l'ultime paradoxe vert. En même temps, nous l'appelons souvent une zone morte biologique. Et pourtant, nous y voyons notre avenir. Voyez-vous comme la péninsule antarctique évoque la silhouette inversée de l'Amérique du Sud? Il ne s'agit pas d'un simple hasard. C'est la trace fantomatique d'une séparation survenue il y a 30 millions d'années. Jadis soudés, ces continents se sont disjoints, engendrant un courant océanique d'une puissance telle qu'il parvint à glacer l'Antarctique et à en redessiner les contours. Voici comment cela s'est déroulé. Les plaques tectoniques, dans un mouvement aussi discret que décisif, ont ouvert dans l'océan un passage d'une étroitesse extrême, à peine 800 km, forçant 130 millions de mètres cubes d'eau à se précipiter dans cette sorte de conduit géologique. C'est ainsi qu'est né un courant marin plus impétueux encore que le fleuve Amazone. Ce courant océanique, connu sous le nom de courant circumpolaire antarctique, décrit une trajectoire circulaire, dans le sens horaire, sous l'effet des vents puissants qui balaient la région. Ce mouvement rotatif, en érodant les rivages, a façonné la masse continentale en une forme quasi circulaire, à l'exception de cette péninsule récalcitrante, lentement entraînée vers l'est, tel un enfant traînant les pieds pour quitter une aire de jeu. Comment l'Amérique du Sud et l'Antarctique ne formaient autrefois qu'un seul bloc? Absolument. Il y a fort longtemps, l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud faisaient partie d'un vaste supercontinent nommé Gondwana, auquel l'Afrique fut elle aussi rattachée. En ce temps-là, l'Amérique du Sud et l'Antarctique étaient étroitement liés par une bande de terre appelée le pont terrestre antarctique, une étendue verte et luxuriante qui servait également de voie de passage privilégiée pour les dinosaures. Oui, vous avez bien entendu, des dinosaures. Un spécimen vieux de 95 millions d'années, dont le nom m'échappe, Diamantinasaurus matildae, a été mis au jour en Australie. Les scientifiques ont établi qu'il était en réalité un lointain cousin du Sarmientosaurus argentin. Même structure mandibulaire, même dents taillées comme des burins, même caractéristiques en tout point. On dirait des jumeaux séparés par les flots. Comment cela se fait-il? Parce qu'à cette époque, l'Antarctique n'était nullement un désert de glace, mais une forêt tempérée, semblable à l'Oregon, offrant un itinéraire tout à fait praticable pour une famille de dinosaures en migration. Mais ce pont terrestre ne servait pas qu'aux dinosaures. Il y a environ 40 millions d'années, les ancêtres des marsupiaux australiens quittèrent l'Amérique du Sud pour rejoindre ce qui allait devenir leur terre d'adoption, en passant par l'Antarctique, une preuve supplémentaire que ces terres étaient jadis reliées. Le calme régna ainsi, du moins un certain temps, pour les dinosaures comme pour les marsupiaux, jusqu'à ce que la croûte terrestre entre en mouvement.
C'est ce phénomène qu'un savant allemand désigna en 1912 comme la théorie de la dérive des continents. Ce chercheur, en observant la côte sud-américaine, s'exclama en substance « Tiens, cette forme semble pouvoir s'imbriquer dans celle de la côte africaine ». Tel un Sherlock Holmes de la géologie, il remarqua ce que nul n'avait relevé avant lui. Les continents formaient autrefois les pièces d'un puzzle planétaire plus vaste. Et il avait vu juste. En vérité, la Terre se compose de plusieurs couches de roches et de métal, à l'image d'un oignon cosmique. La couche externe, appelée lithosphère, est fragmentée en plaques tectoniques solides, qui glissent lentement sur une couche inférieure plus molle et partiellement fondue, comme si elle dérivait sur une surface verglacée. C'est ce qui permet aux plaques de se mouvoir. Depuis des milliards d'années, elles remodèlent peu à peu la surface terrestre, dans un cycle perpétuel de formation et de dislocation des supercontinents, comparable à un lent balai de collision. Ce mouvement reste imperceptible à l'échelle humaine, la plupart des plaques ne progressant que de 0 à 10 cm par an. Exception faite de la plaque de Nazca, qui atteint 20 cm, soit la vitesse de croissance de vos cheveux. Mais ne vous laissez pas duper par cette lenteur apparente. Ces masses en déplacement sculptent littéralement notre monde. C'est grâce à elles que se forment les chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, ou les failles d'où naissent les océans, tels l'Atlantique. Cela tient à une différence cruciale. La croûte océanique, plus dense, s'enfonce comme une pierre, tandis que la croûte continentale, plus légère, flotte tel un bouchon. Sans ce contraste de densité, les continents n'existeraient encore pas, et notre planète serait recouverte de mers peu profondes. Ce vaste chantier mené au ralenti est précisément ce qui provoqua la scission entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, il y a 30 millions d'années. À cette époque, les plaques situées sous ces continents entamèrent une lente dérive opposée, selon un phénomène connu sous le nom d'extension crustale. Imaginez la lithosphère comme une pâte à pizza étirée jusqu'à devenir si fine qu'elle se rompe. À mesure que la croûte terrestre s'étirait, elle s'affinait, jusqu'à se craqueler comme le fond desséché d'un lac. C'est ce lent processus de séparation qui permit l'apparition d'une nouvelle plaque tectonique, la plaque Scotia, née entre les deux continents, tel le médiateur de ce divorce géologique. Pendant un temps, certains fragments de cette plaque demeurèrent émergés, ultime vestige du pont terrestre antarctique, un peu comme ce fil unique qui subsiste entre deux pans d'un vêtement après la rupture d'une fermeture éclair. Il est probable que ces dernières attaches aient survécu sous forme d'archipel, mais à l'instar de ce lien textile voué à céder, la connexion entre les continents ne pouvait durer éternellement. Cette plaque, modeste en taille mais décisive, a fini par sceller définitivement le destin du pont terrestre. Elle aussi était en mouvement, comme toutes les autres. En s'élargissant vers l'est, elle a ouvert ce que l'on nomme aujourd'hui le passage de Drake, recouvrant peu à peu les terres émergées de l'Antarctique d'une couche océanique. Ce phénomène évoque les portes d'un ascenseur que l'on écarte lentement. D'abord une simple fente, puis une ouverture grandissante, jusqu'à la rupture totale du lien continental. Cette séparation eut des effets spectaculaires. Grâce au passage de Drake nouvellement formé, le courant circumpolaire antarctique put émerger, traçant une boucle continue d'eau glacée qui isola le continent, redessina ses contours et contribua au refroidissement du globe. Ce courant agit comme un rempart ceinturant l'Antarctique, repoussant les eaux plus chaudes et les espèces invasives, tout en jouant un rôle clé dans la régulation du climat mondial. Progressivement, l'Antarctique s'est figé en une immense chambre froide, recouverte à 98% de glace et renfermant près de 61% de l'eau douce sur Terre. Aujourd'hui, ce continent se distingue comme le plus froid, le plus aride et le venteux de la planète. Véritable désert polaire, il enregistre des températures descendant sous les moins 89 degrés. De quoi figer la respiration en plein air. L'épaisseur de la glace y dépasse fréquemment le kilomètre. Et en hiver, elle s'étend sur une surface supérieure à celle des États-Unis. À l'heure actuelle, la voie maritime la plus rapide vers l'Antarctique traverse le passage de Drake, un bras de mer de 800 km de large. Sa configuration étroite canalise les vents sur des milliers de kilomètres, les transformant en vagues titanesques pouvant culminer à 15 mètres, et même lors des jours dits calmes, la houle atteint 4 à 5 mètres, soit le double de celle de l'Atlantique. Ce n'est pas un hasard si les marins surnomment cette redoutable traversée le Drake Shake. Le déplacement des plaques tectoniques ne se limite pas au remaniement des continents. Il constitue le mécanisme fondamental de maintien de la vie sur Terre. Près de la moitié de la chaleur terrestre provient de la désintégration radioactive du noyau, l'uranium-235 en tête. Une sorte de réacteur naturel façonné par la géologie.
Cette chaleur alimente les volcans et les mouvements qui jadis reliaient l'Antarctique à l'Amérique du Sud. Sans la tectonique, cette énergie ne parviendrait jamais en surface, et notre monde serait aussi froid et stérile que Mars. Quand les plaques se déplacent, elles libèrent non seulement de la chaleur, mais aussi du dioxyde de carbone, contribuant ainsi à la régulation du climat. Sous les océans, elles captent une partie de ce gaz pour le ramener dans les entrailles de la Terre, assurant un recyclage constant. Par leur simple mouvement, les plaques influencent la composition de l'air, le climat global et même l'évolution des formes de vie. Il y a plusieurs milliards d'années, les plaques étaient immobiles. À cette époque, la Terre semblait revêtue d'une croûte rigide, comparable à une poterie craquelée. Pourtant, en l'absence de véritable tectonique, la chaleur parvenait à s'échapper par ces failles, grâce à un processus nommé tectonique à couvercle stagnant, qui permit l'émergence de la vie. Il serait erroné de penser que la tectonique appartient au passé. Les séismes en sont la manifestation actuelle, et ils pourraient un jour annoncer un retour de cette activité à une échelle bien plus colossale. La formation d'un supercontinent, tel que la Pangée, exige que de vastes plaques terrestres s'enfoncent sous d'autres. Or, selon les projections scientifiques, un scénario similaire pourrait aboutir, dans 250 millions d'années, à la naissance d'un nouveau supercontinent baptisé Pangaea Proxima. À cette époque, l'humanité pourrait avoir disparu ou s'être établie sur Mars, mais la chorégraphie des plaques se poursuivra imperturbable. Un véritable exploit pour un phénomène plus lent qu'un embouteillage. Autrefois, l'Antarctique et l'Amérique du Sud formaient un tandem indissociable, jusqu'à ce qu'un bouleversement tectonique ne brise ce lien, glaçant littéralement l'un des deux. Aujourd'hui, il s'observe de part et d'autre du passage de Drake, en chien de fusil, des ex typiques en somme.